Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Officiellement, François Hollande ne s'occupe pas des sondages, mais depuis hier à Marseille, il durcit le ton et appelle au vote utile, une façon de contrer la remontée de Nicolas Sarkozy. Et ce soir sur France 2, François Hollande s'est expliqué sur le flou qui règne autour de l'application de sa taxation à 75% des plus riches, en affirmant vouloir rétablir le plafonnement des impôts à 85% des revenus. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique ce soir, le candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Il n'ira pas, faute de parrainage. Dominique de Villepin n'a pas réussi à obtenir le nombre de signatures nécessaires pour concourir à la présidentielle. L'ancien Premier ministre ne compte pas pour autant soutenir de candidats. Le ralliement n'est pas dans son tempérament, a-t-il déclaré ce soir. L'homme à la moto est activement recherché, l'auteur de la fusillade qui a fait 2 morts et un blessé grave chez les militaires à Montauban a pris la fuite après avoir ouvert le feu sur les 3 paras qui retiraient de l'argent auprès d'un distributeur tout près de leur régiment. L'homme en voulait-il à l'armée française? L'hypothèse est prise au sérieux ce soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La décision était attendue. Le bureau du Sénat a levé l'immunité parlementaire du sénateur PS Jean-Noël Guérini et de l'ex-PS Robert Navarro, tous deux mis en cause depuis plusieurs mois dans des dossiers de malversation présumée. C'est la bonne décision, estime ce soir Martine Aubry, afin de permettre, dit-elle, à la justice de poursuivre son travail. Sandra Cerquera. Le premier est mis en examen pour trafic d'influence. Le second est visé dans un dossier d'abus de confiance. Jean-Noël Guérini et Robert Navarro, 2 sénateurs devenus gênants pour le PS. Le bureau du Sénat a décidé aujourd'hui de lever leur immunité parlementaire. Un vote à bulletin secret. Et à la sortie de la réunion, consigne a été donnée, aucun commentaire. Au PS, on n'est pas à l'aise avec le sujet. Nous n'avons rien à dire. C'était une décision difficile à prendre. Un verdict important pour le PS, car un vote négatif aurait fait des socialistes une cible pour l'UMP. Nous ne détenons pas la majorité, soyons très clairs, la décision, comme vous venez de le dire, elle appartient d'abord au Parti socialiste. Autrement dit, à un mois du premier tour de la présidentielle, le PS n'aurait pas eu le choix. D'autant qu'hier encore à Marseille, François Hollande a rappelé qu'il n'y aurait aucune faiblesse pour les élus qui se rendraient coupables de corruption. Pour l'avocat de Jean-Noël Guérini, c'est une décision politique. Le juge demande une mainlevée d'immunité pour qu'il soit entendu. Or, il a été entendu. Et il a été entendu à plusieurs reprises. Et pas plus tard que le 2 mars dernier, donc postérieurement à la demande, il a été entendu pendant toute la journée. Donc je ne vois pas le sens de cette décision, si ce n'est qu'on se trouve dans un contexte politique bien particulier de campagne présidentielle, de campagne électorale. Et je pense que les parlementaires ont voulu éviter tout risque de polémique politique dans les jours qui viennent. Et dans les jours qui viennent, Robert Navarro, qui n'a pas encore été entendu par la juge d'instruction, pourrait être mis en examen. Et puis 1 mois exactement après le début du mouvement social sur le site d'ArcelorMittal de Florange, la contestation semble prendre un tour plus politique que syndical. Après les brèves échauffourées qui ont éclaté entre les métallos et la police, non loin du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, ce dernier accuse la CGT de vouloir jouer un rôle politique. On voit tout cela avec Sophie Normand. Les bus arrivent les gars, allez-y. Ils venaient chercher le dialogue, un voyage depuis la Lorraine pour défendre l'avenir de leur usine et leurs emplois. Au milieu des feux de Bengale et des pétards, ils espéraient une rencontre courtoise avec Nicolas Sarkozy. Les métallos de Florange ont été accueillis par les forces de l'ordre et les gaz lacrymogènes. Ça dit président et candidat des ouvriers, des salariés, ça nous défend comme ça, à coup de gaz lacrymo. À quelques encablures du QG de campagne du président candidat, les quelques 200 sidérurgistes sont refoulés par la police. Nicolas Sarkozy, lui, a quitté les lieux 20 minutes avant leur arrivée, prenant le temps devant la presse de lancer une invitation. Je verrai les salariés lundi. Vous ne m'avez d'ailleurs pas dit qu'ils venaient aujourd'hui. Je l'ai appris par la presse. S'ils veulent un bon rendez-vous, je suis tout à fait prêt à le donner, mais c'est mieux qu'ils voient si je suis là. Invitation déclinée, les métallos sont choqués. C'est un président qui se dit près du peuple et il gaze son peuple, parce que là on a été gazé. Je tiens quand même à lui dire, parce qu'il va essayer d'utiliser ces images-là pour dire, voyez, ce sont des voyous, ils sont violents. Aucune violence de notre part depuis 4 semaines. Malgré leur colère, les salariés d'ArcelorMittal ont poursuivi leur manifestation au pied de la Tour Eiffel, symbole de l'acier lorrain.
Cela ressemble à une contre-attaque. Désormais au coude à coude, au premier tour avec Nicolas Sarkozy dans les sondages, François Hollande durcit le ton. Hier à Marseille, le candidat PS a consacré une grande partie de son discours à critiquer l'action de son adversaire. Et ce soir, sur France 2, la contre-offensive se poursuit avec aussi une clarification apportée autour de la proposition de taxation des plus riches. On voit tout cela avec Alexandra Colino. Explication de texte sur la taxation des plus riches. Ce soir, François Hollande maintient la mesure sans modulation, mais précise qu'il rétablira l'impôt sur la fortune avec un plafonnement à 85%. Dès lors que ce plafond existait pour l'impôt sur la fortune avant qu'il ne soit supprimé, je le rétablirai. C'est une sorte de bouclier fiscal. Non, mais à 85. Non, ça existait dès que l'impôt sur la fortune a été créé. Dès lors que l'impôt sur la fortune sera rétabli, le plafonnement qui allait avec le sera aussi. Sur le ton, François Hollande insiste sur la constance et la confiance. Il se montre serein et veut rassurer sur ses convictions de gagner. Pas question de changer de ton ni de rythme dans sa campagne malgré les sondages. J'ai de l'expérience, j'ai de la confiance et je dois d'abord convaincre les Français. De son adversaire, il critique la vulgarité et se pose en homme respectueux et rassembleur. Beaucoup de ceux qui viennent vers moi me demandent une chose avant de me demander qu'il y ait effectivement sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi. Ils ne demandent que de la considération, du respect, de la dignité et donc du rassemblement. Les sondages annonceront dans quelques jours si le candidat a convaincu les Français. Et c'est la dernière ligne droite pour plusieurs candidats à la présidentielle qui se démenaient pour recueillir les derniers parrainages afin d'en obtenir 500 à la veille du dernier jour pour déposer ces précieux sésames au Conseil constitutionnel. C'est bon pour notre invité politique ce soir, Nicolas Dupont-Aignan, et je vous salue à l'occasion. Bonsoir. Bonsoir. Président de Debout la République. Et tout à l'heure, la candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, a aussi déposé 639 signatures. Pour Jean-Luc Mélenchon, plus de 1000 parrainages. Et pour Dominique de Villepin, eh bien, le compte n'y est pas. L'ancien Premier ministre jette donc l'éponge, même s'il croit encore au miracle républicain, comme il l'a dit ce soir. On l'écoute. Il reste encore une journée et je me battrai jusqu'au bout, mais sauf miracle républicain, je n'aurai pas les 500 parrainages requis et je serai donc empêché de participer à l'élection présidentielle. Le ralliement ne fait pas partie de mon tempérament, ne fait pas partie de mon programme. Je soutiens dans cette campagne un principe qui s'imposera, je l'espère, dès le 6 mai, mais en tout cas dans les mois qui suivront. Ce principe, c'est l'union, le rassemblement national. Et nos invités ce soir avec donc notre invité politique Nicolas Dupont-Aignan. J'accueille le journaliste Olivier Picard. Bonsoir, auteur de Parlez-vous le politique avec Pascal Vattier. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Nous allons parler dans un instant de François Hollande. Juste, Nicolas Dupont-Aignan, une réaction à ce qu'on vient d'entendre de Dominique de Villepin, qui n'est pas candidat à la présidentielle. C'est une perte? Écoutez, c'est toujours dommage quand un homme de talent ne peut pas participer. Maintenant, les dés sont jetés et je serai donc le seul représentant du gaullisme à pouvoir parler aux Français. C'est dit. Olivier Picard, François Hollande, parlons de l'autre candidat, le candidat PS, qui doit faire face à un double défi. La percée de Jean-Luc Mélenchon, qui se sent pousser des ailes, et la dynamique du côté de Nicolas Sarkozy dans les sondages. Comment peut-il répondre à ces deux défis? Eh bien, pas en s'exprimant comme il l'a fait ce soir, parce qu'on l'a trouvé, enfin l'émission est toujours en cours, mais pétrifié par l'enjeu. Il a donné l'impression d'être vraiment cette fois-ci atteint justement par la pression qui pèse sur ses épaules. À ce point? Oui, ouais. Je l'ai trouvé. Bon, vous disiez tout à l'heure, on a dans le livre qu'on a écrit récemment, on a appris à analyser un peu les politiques, à regarder un petit peu la psychologie de leur langage. Et ce soir, c'était très net. Il était un peu pâle, un peu sans éclat, et surtout, il accuse un déficit passionnel au moment où la campagne, justement, à ce stade de la campagne, où les Français disent qu'ils veulent du fond, mais en même temps, ils attendent des candidats qu'ils déclarent un petit peu leur flamme, qui créent un petit peu de désir. Et c'est le moment où tout ce qui l'a porté jusqu'à présent, son calme, sa sérénité, sa placidité devant les attaques, est en train de se retourner contre lui, où il donne un petit peu l'impression d'être un peu comme un robinet d'eau tiède, comme il l'a été ce soir sur tous les sujets. Est-ce que c'est pas un petit peu normal qu'il descende aussi dans l'arène et qu'après des sondages qui ont frôlé l'Himalaya, et puis finalement on arrive à des niveaux plus... Oui, c'est normal. C'est normal. Tous ces partisans disent qu'ils avaient même prévu le courbement, que les courbes se croiseraient plus tôt. En même temps, quand on veut être président de la République, il dit qu'ils veulent l'être, il faut montrer qu'on a le désir de l'être. Or là,
dans une émission comme ce soir, il cherche surtout à temporiser. Et c'est sensible à la fois dans son attitude, mais c'est très sensible aussi dans ses propositions, où il n'a pas été très très clair, où il n'a pas été saillant. Et ça, forcément, les Français, à l'écoute, s'en rendent compte inévitablement. Bon, on verra ce qu'ils en pensent. On va les laisser libres de leur avis également. Jean-Louis Gombault, il y a eu aussi plusieurs précisions du candidat PS ce soir. Alors notamment autour de la taxation des 75% sur les plus riches. Je vais vous laisser m'en parler. Il y a aussi à l'instant donc une autre proposition, donc François Hollande qui veut taxer les exilés fiscaux en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Bon, alors justement sur la question fiscale, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit à l'instant, pas complètement. Ça fait le deuxième ajustement. À chaque fois que François Hollande fait une avancée sur sa gauche, lorsqu'il dit mon ennemi ou mon adversaire, c'est la finance, il va à Londres et dit pas tant que ça. Et aujourd'hui, il nous dit je remonte la tranche supérieure à 75%, alors que je rappelle que dans le programme initial, elle était de 45%, ce qui fait quand même un saut. Et là, il est obligé, parce qu'il veut aller sur la gauche, et là, il y a un problème. Alors il dit oui, mais je rétablirai le plafonnement de l'ISF. Alors il ne faut pas confondre le plafonnement, parce que ça va être la grosse critique que va lui faire Mélenchon, avec le bouclier fiscal. Le plafonnement à 85% et le bouclier fiscal à 50%, ce sont deux choses différentes, ne serait-ce que parce que dans le bouclier fiscal, vous comptez les revenus nets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez profité de toutes les niches fiscales, vous avez encore la possibilité de faire jouer votre bouclier fiscal. Sur le plafonnement, il a bien précisé que c'était par rapport aux impôts nationaux. C'est-à-dire donc, il ne compte pas dans ces 85% les impôts locaux. Donc c'est un plafonnement, mais en réalité, la personne qui sera à ce niveau de plafonnement, elle paiera plus que les 85%, puisqu'il n'est pas intégré. Si je lis la phrase qu'il a prononcée ce soir, il a bien dit... Vous êtes précis, Jean-Louis. Oui, il parle d'impôts nationaux. Donc c'est bien à l'échelle nationale. Donc, mais en revanche, quand même, l'insistance qu'il met sur la renégociation, c'est là où je me distingue de vous, l'insistance qu'il met à plusieurs reprises sur la renégociation, ça c'est aussi un clin d'œil à Mélenchon. Il m'a paru assez ferme sur cette question. Il n'a pas tergiversé comme il peut le faire à d'autres occasions. Nicolas Dupont-Aignan, avec cette taxation sur les 75% des plus riches de François Hollande, est-ce qu'il vient d'annoncer sur les exilés fiscaux en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, et l'impôt de Nicolas Sarkozy liant la nationalité et justement l'impôt, est-ce que tous les deux ne vous tirent pas le tapis sous le pied? Mais pourquoi mon projet politique va bien au-delà. C'est un concours de mensonges au sommet. Ce sont deux personnalités de talent qui chacune veulent faire croire aux Français qu'en ne changeant pas le système européen, qui est un carcan aujourd'hui pour le pays, ils vont pouvoir s'en sortir. Alors ils inventent, c'est le concours Lépine de la proposition la plus provocatrice. Nicolas Sarkozy est expert en la matière. François Hollande trouve l'affaire de l'impôt à 75%. C'est pas ça le problème du pays. Le problème du pays, c'est que nous avons perdu 1 million d'emplois industriels parce que nous affrontons une concurrence déloyale, parce que nous avons une monnaie trop chère et parce que la création de richesse ne se fait plus en France. Et moi, je suis candidat parce que je dis aux Français que c'est très simple. Soit ils reprennent leur liberté, c'est-à-dire qu'on renégocie l'ensemble des traités, qu'on arrête avec cette construction européenne autoritaire. Vous le dites dans votre livre au programme, la France libre, mais on est prisonnier de quoi? Oui, nous sommes une France occupée, avec des présidents qui font semblant. Ça fait 30 ans que ça dure, ça s'aggrave, et le résultat est très simple, je vous le disais. Si on continue comme ça, nous finirons comme la Grèce ou l'Espagne. Un pays appauvri, qui perd sa substance industrielle, et qu'ils disent la vérité aux Français. C'est le détricotage de la sécurité sociale et des retraites. Moi, je dis très simplement que dans la mondialisation, c'est un combat, que tous les pays se défendent, qu'il y a un protectionnisme intelligent qui se fait, et que soit on est en légitime défense, et enfin on prend en main notre destin. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'Europe, ça veut dire qu'on la construit autrement. Et à ce moment-là, on trouvera des marges de manœuvre. Et on pourra s'en sortir. Soit on continue comme ça, avec des bavardages, et nous aurons une très grave crise dans 1 an ou 2. Je vais laisser Jean-Louis dans un instant vous poser une question sur votre programme économique. Juste là, depuis qu'on a commencé notre interview, vous avez dit que c'était un concours de mensonges. Vous avez dit qu'on pourrait finir comme la Grèce et l'Espagne. Il y a quelques temps, vous avez dit ni Hollande ni Sarkozy ne seront au second tour. Vous êtes toujours aussi mesuré dans vos propos. Je suis mesuré, madame, parce que j'ai parcouru la France de fond en comble. Et je sors du petit milieu parisien qui ne voit rien. Je vois des usines qui ferment, 900 établissements. Je vois un pays avec des agriculteurs qui ne peuvent plus vendre leurs produits à un prix correct. Je vois un pays qui part complètement en délitement.
Et j'en ai assez de voir une classe politique qui fait semblant et qui continue la même campagne qu'avant. Des promesses fortes parce qu'ils savent bien que les Français sont malheureux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas changer le système qu'ils ont construit. Et je vous dis très clairement que si on continue comme ça encore pendant des années, nous aurons une très grave crise. Je souhaite qu'on crée de la richesse. Notre pays a des atouts. On peut faire plein de choses avec la France. Encore faut-il ne pas dépendre d'autorités illégitimes qui n'agissent pas dans l'intérêt de la France. Et je remarque quand même que M. Cameron ou Mme Merkel défendent les intérêts de leur peuple. Et eux ne vont pas chercher la vie à Bruxelles. Ce que ne font pas les présidents de la République. Et d'ailleurs, M. Hollande vient de le dire. Il pense qu'il va pouvoir régler la crise avec Mme Merkel. Et la seule solution, c'est de sortir de l'euro. Parce que l'Allemagne n'acceptera jamais de financer des investissements par une banque centrale. Une France forte, c'est une Europe affaiblie. C'est quand on sort de l'euro que la France sera forte? La Suède, madame, a 4% de croissance. N'est pas dans l'euro, est ouverte sur le monde. Le Danemark a rétabli ses frontières avec l'Allemagne, est ouverte sur le monde et remporte des victoires dans la mondialisation. Et c'est un pays petit. L'Islande a rejeté la loi des banquiers et retrouve la croissance. La mondialisation permet aux nations libres de s'en sortir parce qu'elles retrouvent leur capacité à agir. Ça ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, qu'on ne peut pas avoir de beaux projets avec nos amis européens. S'ils aimaient tant l'Europe, ils ne prêteraient pas 1000 milliards. La porte au nez, mais vous leur dites restez avec nous quand même. Ne confondez pas les peuples européens et l'Europe avec ces personnalités illégitimes qui prêtent 1000 milliards aux banques à 1%, mais ne sont pas fichus d'investir dans les nouvelles technologies, d'investir dans la voiture propre, dans le panneau solaire de l'avenir. Pourquoi la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Japon, l'Inde investissent des milliards pour gagner les batailles technologiques de l'avenir? Moi, je suis pour des projets entre États, comme Airbus, comme Ariane. On peut les multiplier par 10, faire des universités européennes, créer un esprit européen sur des projets. C'est tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Le printemps français, j'imagine que c'est une allusion, oui, au printemps arabe. Oui. Vous êtes un indigné aussi? Non, madame. Je dis simplement qu'un peuple comme les Tunisiens qui ont su se débarrasser de Ben Ali ont eu du courage. Et que si on veut sortir... Ben Ali, c'est Sarkozy? Si on veut sortir la France de ses difficultés, il va falloir se débarrasser de l'oligarchie qui, dans notre pays, gouverne la France contre son intérêt national. Et ça, on y viendra. Une jeune génération y viendra. De Montebourg à gauche, qui a clairement dit les choses sur le protectionnisme, qui maintenant a rallié pour des raisons sans doute utilitaires François Hollande. Mais vous verrez que le peuple français n'en peut plus de cette fausse politique. Alors, il y a un problème dans ce que vous dites, si je peux me permettre, monsieur Dupont-Aignan. Simplement, le fait, on a bien compris, si on reste dans l'euro, si on reste dans l'Europe, on va à la catastrophe. Dans cette Europe-là. Dans cette Europe-là. Attention. Oui, enfin dans l'euro, en tout cas. Oui. Vous ne proposez pas un autre euro. Si, l'euro, monnaie commune. Oui, enfin, bon. Comme Jean-Pierre Chevènement. Tout à fait. Si on reste dans l'euro, etc., on va dans la catastrophe. Et si on en sort, miracle, il n'y a pas de problème. Non, si, parce que jamais dit ça. Alors donc, est-ce que vous ne pouvez pas dire, si on reste dans l'euro, on va à la catastrophe, et si on en sort, il y aura une période très difficile avant de pouvoir rétablir notre situation, c'est-à-dire monter des taux d'intérêt, baisse de la monnaie, etc. Il y a une chose que vous oubliez, qui est fondamentale. C'est que sortir de l'euro, tout à l'heure, mais l'Islande sortir de l'euro, c'est enfin s'affranchir des marchés financiers pour financer la dette de la France. Je remarque que l'Angleterre a monétisé 100 milliards par an, que s'interdit la zone euro. Je remarque que tous les pays du monde investissent à partir d'une banque centrale qui fait des avances aux États à 0%. Et je remarque même, pardonnez-moi, que M. Michel Rocard, qui n'est pas un grand souverainiste, a clairement écrit un article en disant le scandale d'une banque centrale qui prête aux banques à 1% et ces mêmes banques qui prêtent aux États entre 3 et 20%. Je dis simplement que si on veut l'euro, il n'y a pas de problème. Mais ça ne posera pas de problème. Mais je ne vais pas dire que c'est facile, simplement ça permet au pays de se libérer des marchés financiers, de réduire ses frais d'intérêt de manière considérable. Je l'ai estimé avec des économistes sérieux, quand même il y a 4 prix Nobel qui sont en faveur de cette solution, des dizaines d'économistes dont on ne parle jamais, qui ont écrit beaucoup de choses, même des banques qui préparent l'affaire, parce que ça se fera inéluctablement. Donc il faut sortir de l'euro dans le calme, de façon négociée. Je propose un système monétaire avec même l'Angleterre, pour que l'ensemble des monnaies soient dans un système flexible, parce que c'est évident que si on veut que la Grèce et l'Espagne, qui a des performances très inquiétantes en ce moment, s'en sortent, il faudra qu'elles échappent à l'euro, qu'elles retrouvent leur propre monnaie. Pour avoir une monnaie
adaptée à la compétitivité. C'est tout ce que je demande. Une monnaie adaptée à la compétitivité, des exportations qui repartent et qu'on ne dépende pas des banques pour le financement des grands programmes d'avenir. Ça ne me paraît pas si déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est de rester dans ce système. Et vous prétendez sortir du système. Mais là, par exemple, ce soir, sur ce plateau, quels sont les risques, pour poursuivre la question de Jean-Louis Gombault, quels sont les risques que vous assumez devant les Français si vous sortez de l'euro ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'effectivement, là, vous nous avez présenté l'hypothèse positive, où tout fonctionne, mais est-ce que vous avez envisagé dans votre plan ce qui pourrait ne pas marcher? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais, cher monsieur, ce qui ne marche pas... Vous devez ça aussi, un pays. Oui, il faut mais lui le présenter pays, mais bien sûr, l'alternative. vous lirez mon livre, et j'ai même publié un livre avant, entièrement consacré à l'euro. Vous savez, jamais dans l'histoire des économies, une monnaie unique n'a pu survivre à des économies différentes et divergentes. Tout prouve aujourd'hui, depuis les 10 dernières années, que les économies divergent et que l'euro est en train de faire exploser l'Europe. Moi, je tiens plus à l'Europe qu'à l'euro. Le patron des patrons allemands disait récemment, l'ancien patron des patrons allemands disait « Nous avons fait la plus grave erreur. Nous nous sommes réconciliés avec la France. On a fait Airbus, Ariane. On avait chacun nos monnaies. Il y a eu un esprit de progrès. Moi, je rêve d'une Europe qui réconcilie les peuples et qui ne divise pas. Et pour cela, il faut accepter d'avoir des monnaies différentes. Je vous signale qu'il y a 10 pays. Je vais vous répondre. Il y a 10 pays qui fonctionnent sans l'euro et qui vont beaucoup mieux. Il faut lire le livre, il vous l'a dit. Nicolas Dupont-Aignan. Pour terminer, j'ai une toute autre question. Oui. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Alors, est-ce que vous aussi, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit aujourd'hui, il ne veut plus rendre public le fameux bulletin présidentiel s'il est élu à la présidence. Est-ce que vous aussi, vous allez garder cela secret? Ou est-ce que... Non, il n'y a aucun secret à avoir. Aucun secret à voir, c'est pas la question. Si vous êtes élu, il sera également ce bulletin évidemment public. Le plus grave dans tout ça, c'est pas ça. Ça, c'est des queues de cerise, si je peux me permettre. La vraie question, c'est est-ce qu'on va avoir une vraie élection présidentielle avec un vrai débat au premier tour qui sera les fondements du second tour. C'est ça qui est important. Et la période s'ouvre pour un vrai débat de premier tour. Égalité je vous remercie de votre invitation. Avec des idées de fond, on est d'accord ou pas d'accord. Avec plaisir, tout à fait. Mais au moins, on en débat. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été notre invité. Merci Olivier Picard et Jean-Louis Gombault pour l'analyse. La suite du 22h, c'est tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info de Cécile Sixou. Nouvelle démonstration de force du régime syrien. Un an après le début de la révolte, des milliers de militants pro-Bachar al-Assad sont descendus dans la rue, en main des pancartes et des téléphones portables à l'effigie du président syrien. L'ambiance est quasi festive alors que les massacres continuent dans certaines villes du pays. Au total, 9000 personnes sont mortes depuis le début de la répression. Depuis 24 heures, des milliers de civils affluent vers la Turquie qui accuse le régime de miner les frontières pour éviter l'exode. C'est ici, dans cette zone marchande de Montauban, qu'un homme a ouvert le feu cet après-midi sur 3 militaires français. 2 d'entre eux ont été tués sur le coup. Ce soir, le 3e est toujours entre la vie et la mort. Il est un peu plus de 14 heures quand l'individu tire à bout portant sur les 3 hommes. En 2 roues, il prend la fuite immédiatement. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, a exprimé ce soir sa plus vive émotion suite à ce drame. La Cour européenne des droits de l'homme a tranché. La France n'a pas discriminé le couple de lesbiennes en refusant l'adoption de leur enfant, la petite Alexandra, par la 2e mère. Pour les 2 mamans, le coup est dur. Elles étaient vraiment très tristes, très consternées. Elles avaient évidemment des larmes dans la voix. 11 pays européens admettent actuellement l'adoption par les couples homosexuels. L'avocate du couple a appelé à voter à gauche pour que ce droit soit reconnu en France. Décidément, les unes de Paris Match ne font pas l'unanimité chez les compagnes de candidats. Après Valérie Trierweiler la semaine dernière, c'est au tour de Carla Bruni-Sarkozy de se fâcher. Pas contente, la première dame, de se découvrir sur la couverture de l'hebdomadaire avec sa fille Giulia dans les bras. Résultat, sur son site internet, elle s'en prend directement aux médias. Période électorale ou pas, ils doivent respecter la vie privée de ses enfants. Et cette question à présent, quelles sont les réactions sur les réseaux sociaux à la prestation de François Hollande ce soir? On en parle avec Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors bonsoir comment ça se passe sur Twitter?
Alors vous le savez, Sonia, c'est devenu l'un des rites de cette campagne. À Solferino, comme au siège de l'UMP, militants, tweetos et blogueurs sont réunis pour une bataille de tweets par écran interposé. Et puis, vous le savez, Sonia, sur Twitter, on utilise des hashtags, des mots-clés. Alors à gauche, le mot-clé ce soir, c'est Hollande 2012. Tandis qu'à droite, on a choisi gauche molle. Alors tout a commencé par le tweet d'un journaliste politique du Monde qui a noté le détail qui tue, le détail vestimentaire que l'on réserve d'habitude aux femmes politiques. Il écrit « C'est rare de voir François Hollande avec une veste aussi claire ». Je vous éviterai la légion de tweets capillaires sur la teinture réelle ou supposée de François Hollande. Il faut dire à la décharge des tweetos que la première partie de l'émission des paroles et des actes, plus personnelle, se prête plutôt à la blague de potache très en vogue sur Twitter. Ce qui a fait dire au plus geek des députés UMP, j'ai nommé Lionel Tardy, « Ah, on attaque enfin les vraies questions ». 30 minutes de perdu. Et sur le fond, Caroline, qu'ont échangé les internautes, justement? Alors, au cours de l'émission, François Hollande a déclaré avoir fait un effort de cohérence et de vérité. Eh bien, les tweetos ont échangé sur la cohérence et la crédibilité de François Hollande. Du côté de l'hémisphère droit de Twitter, Adrénaline écrit « François Hollande ne peut être crédible quand on voit comme il a géré la Corrèze. En 4 ans, la dette a augmenté de 110 millions d'euros. » Et puis, Eric Woerth tweet plus vite que son ombre ce soir. Il écrit quant à lui « Hollande, un président qui rassemble à rien ». À gauche, on trouve logiquement à François Hollande un langage de vérité. Leïla Gig écrit « François Hollande parle de l'euthanasie, enfin un peu de franchise ». Seb Musset, qui est un blogueur de gauche assez influent sur Twitter, ironise et attend avec impatience le duel avec Jean-François Copé, qui a commencé à l'heure où on parle. J'ai eu France 2, Copé sort de la piscine de Takedine et arrive de suite. Thierry Errand, qui est un communicant, se gausse quant à lui de la bataille de tweets droite-gauche. Il la compare au sondage. Il écrit sur ma timeline, les courbes se sont aussi croisées. Et donc, qui gagne cette battle sur Twitter, droite-gauche? Alors, difficile à dire, puisque l'émission continue. Comme toujours, les tweetos de gauche sont très bien représentés sur le réseau. Alors, la droite semble quand même combler son retard. Elle a vraiment tweeté en masse ce soir, et ça, c'est plutôt nouveau. Signe des temps d'ailleurs, le mot-clé Hollande 2012 était bien en tête dans les tendances de Twitter, mais en numéro 2 arrivait la gauche molle. Merci beaucoup Caroline Deschamps pour ce décryptage sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal. On va vous rappeler quelques propositions, les principales annonces faites ce soir par François Hollande, donc le candidat PS qui veut taxer les exilés fiscaux en Suisse, en Belgique et au Luxembourg également. Concernant l'immigration, il veut créer une brigade spéciale de lutte contre les passeurs. Enfin, c'est le Parlement, dit François Hollande, qui fixera chaque année des quotas d'immigration économique. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée sur Public Sénat avec un documentaire à suivre. Belle soirée et douce soirée aussi. La bataille a duré 55 jours, dans un réduit de 16 km de long sur 8 de large, sous la pluie et par une chaleur torride. Le jour et la nuit, le Viet Minh a dévoré la garnison française de Dien Bien Phu, du 13 mars au 7 mai 1954. Plus de 3000 tués et disparus au combat, et 8000 pendant la captivité. La pire défaite de l'armée française. L'opinion publique est versatile. Elle ne voulait plus de cette guerre, mais les images de la défaite la bouleversent.
Au lendemain de la chute du camp retranché, le président du Conseil et le ministre des Armées sont pris à partie par la foule à l'Arc de Triomphe. Alors, les hommes politiques cherchent les fautes, un coupable. Qui est responsable du désastre? Le 7 mai 1954, l'ordre de cessez-le-feu est donné aux combattants de Dien Bien Phu. Sur un piton isolé, un lieutenant de parachutistes attend des ordres. À la fin de la bataille, le 7 mai, au soir, quand j'ai vu que toutes les collines étaient tombées et que moi j'étais avec une poignée de gars, j'étais isolé, je prends mon poste radio et je cherche un chef. Et le hasard a voulu que je suis tombé sur Bijard. Alors je lui dis, Bruno, c'est à l'air, je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, c'est râpé, c'est foutu. Venant de Bijard, à la radio de Bruno, me dire, c'est râpé, c'est foutu, il me dit, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pris un de mes gars, je lui dis, tu vas là-bas, tu essaies de me trouver le colonel Bijard, et tu lui dis, Allaire veut un ordre écrit. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit exactement, mais il m'a envoyé un ordre écrit. Parce que moi, c'était une forme de parapluie que j'avais ouvert là. Moi, je m'étais dit, on va perdre, donc on va passer au tribunal. On peut tous passer en jugement. On a perdu la guerre, comment? Alors, on va nous demander, à nous, à chacun, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes rendu? Comment vous vous êtes rendu? Les responsables. J'ai réfléchi, moi, je me suis dit, les responsables. Tu dois bien l'être un peu, puisque tu es encore vivant. Nous sommes tous responsables. Moi, j'ai réfléchi, j'avais mon pistolet, je me suis dit, est-ce que tu te tires une balle dans la tête? Tu ne pourras pas survivre à la honte. Quelques mois plus tard, le 21 avril 1955, une commission d'enquête est mise en place. Elle va auditionner les commandants, colonels et généraux qui ont combattu à Dien Bien Phu. Mais ces conclusions ne seront pas rendues publiques. Elles sont encore aujourd'hui classées secret défense et constituent le rapport secret. Qui sont les véritables responsables du désastre? Ceux qui ont ordonné les combats ou ceux qui ont obéi? Mis en cause, le général Henri Navarre, commandant en chef en Indochine. Navarre était un homme d'abord incontestablement très intelligent. Un espèce de personnage fin, dur, imperméable et incompréhensible. Très fermé, très travailleur, fondé beaucoup sur le renseignement. Il avait fait toute sa carrière dans le renseignement et il ne croyait qu'à ses propres renseignements. Navarre est relevé de son commandement et rentre à Paris. Mis en cause, le général René Cogny. Il commande toujours les forces militaires du Tonkin. Cogny avait beaucoup de prestance, il était très grand, assez beau. Un homme d'action, un homme de commandement, un homme d'autorité. Un extraordinaire chef militaire, courageux, efficace, créant l'enthousiasme. Il aimait bien les journalistes, ce qui n'était pas du tout le cas de Navarre. Le troisième